stress. Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver à quelques heures d'une décision monétaire de la part du FOMC, le comité qui décide des perspectives de la politique monétaire aux États-Unis, émission spéciale à 18h45. N'oubliez pas, toute l'attention des investisseurs est tournée du côté du dollar américain. Je vais revenir sur quelques éléments qui peuvent nous aider à envisager ce qui pourrait être dit ce soir. Ce matin à 11h, l'OCDE a mis à jour ses perspectives de croissance économique pour de nombreuses zones économiques et elle est notamment revenue sur la force du dollar américain ou encore les perspectives d'inflation. D'autre part, je vous rappelle que demain, jeudi 19 mars, sera annoncé, c'est la deadline en fait, pour souscrire à la phase 3 du programme TLTRO de la Banque Centrale Européenne, qui aura un impact donc sur l'euro demain, ce soir le dollar US, demain l'euro. Je vais d'ailleurs vous rappeler justement ces dates. Et puis, soyez attentifs puisque chaque soir maintenant, vous retrouvez sur DailyFX notre interprétation des événements économiques de la journée suivante. Par exemple, quelque chose que vous aviez dès hier soir sur notre site et que vous aurez maintenant chaque soir. Donc ça, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Avertissement légal, négocié sur marge, présentation à titre indicatif, les CFD, les marchés financiers, le FX présentent un risque. Ici, vous ne trouverez aucun conseil d'investissement. Je reviens d'ores et déjà sur le contrat Bund. J'en ai dit beaucoup ce matin sur ce marché. Je ne vais pas m'attarder davantage. Laissez-moi simplement vous rappeler le graphique que je vous ai présenté ce matin. Nous étions à ce moment-là aux alentours des 157,40. Je vous ai expliqué qu'il s'agissait ici d'un cluster d'analyse technique, un niveau de prix où passe à la fois un ratio de retracement et une extension. C'est un niveau de support qui m'intéressait, les prix ont accéléré et tentent d'ailleurs de s'affranchir de cette oblique de tendance baissière. Nous avons derrière cette hausse aujourd'hui du Bund tout simplement les achats de la Bundesbank dans le cadre du PSPP, le fameux programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. J'en ai suffisamment dit ce matin, je ne m'attarde pas davantage, mais nous avons probablement la relance de la tendance haussière de ce marché et les prix s'attaquent désormais à une résistance qu'il faut franchir, à 158,80 pour aller plus haut. Et il y a un œil aussi sur la moyenne mobile à 20 périodes, ici 20 jours sur ce graphique en données 4 heures, sans oublier cette oblique de résistance, avec derrière, si le marché franchit les 158,80, la capacité de rejoindre à nouveau le niveau des 160 ici sur le prix du Bund. Alors je n'en dirai pas davantage puisque je me suis déjà assez largement exprimé sur ce sujet ce matin. Alors, le son, l'image fonctionne normalement, c'est ce que me confirme Crani. Bonjour d'ailleurs en passant, Crani. Deux choses. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit ce matin, je serai plus court en fait sur les éléments fondamentaux. Tout d'abord, quelque chose dont nous avons pris connaissance à 11 heures mais que je n'ai pas eu le temps de vous présenter ce matin, la mise à jour des perspectives de croissance économique de la part de l'OCDE. Donc globalement, l'OCDE revoit notamment pour la zone euro à la hausse ses perspectives de croissance économique pour l'année 2015 et l'année 2007. Je pense que trois choses peuvent être retenues. Premier élément, forcément toujours un différentiel d'activité entre les États-Unis, la zone euro, le Japon et le Royaume-Uni, avec les États-Unis et le Royaume-Uni un peu en tête du palmarès. Est-ce que ces anticipations de croissance économique sont suffisantes pour envisager un relèvement rapide du taux d'intérêt des Fed Funds? Eh bien écoutez, en lisant en détail le rapport de l'OCDE semble croire que la Fed pourrait reporter sa hausse de taux. Alors franchement c'est l'incertitude totale puisque globalement le consensus général est plutôt un rapprochement temporel d'une hausse des taux aux États-Unis, mais bon, on voit clairement qu'il y a un débat. Il y a deux écoles. Ceux qui pensent que ce niveau de l'activité et ces perspectives d'activité ne sont pas suffisantes pour que la Fed modifie radicalement ses perspectives, et d'autres qui pensent que le marché du travail, notamment aux États-Unis, est désormais suffisamment solide pour envisager un resserrement monétaire du côté des taux d'intérêt, car comme le rappelait Adrian dans un article en début de semaine, le resserrement monétaire est déjà une demi-réalité aux États-Unis, avec un certain nombre de programmes qui se traduisent par une réduction de la liquidité excédentaire sur le marché monétaire aux États-Unis, raréfaction du dollar US qui s'est traduit notamment par une forte appréciation de la devise depuis l'été dernier. Nous verrons si la Fed souhaite franchir le cap
d'un relèvement des taux ou pas. Sur ces perspectives de croissance du PIB, du PIB réel dans les grandes zones économiques mondiales, retenons l'Inde qui est désormais numéro 1 en termes de perspectives de croissance économique, qui dépasse la Chine. Alors ça, c'est probablement quelque chose qu'on envisageait déjà, et finalement l'Inde va rattraper son retard. Alors il est vrai que nous vous parlons très rarement de la devise indienne ou encore du marché action indien, mais ce sont de toute façon des marchés, notamment donc le Sensex, qui évoluent depuis longtemps sur des sommets historiques. La bourse de Shanghai n'en reste pas le moins très bien orientée ces derniers temps. Alors au contraire, les perspectives de croissance au Brésil sont très réduites. Bon, nous savons que le réal brésilien est lui tout à fait sous pression. Mais je ne m'attarderai pas sur ce sujet. Le Royaume-Uni, alors sans surprise, des perspectives de croissance économique supérieures à celles de la zone euro, ce qui pour autant n'a pas été suffisant pour convaincre la Banque d'Angleterre d'envisager un resserrement monétaire. La Banque d'Angleterre se concentrant essentiellement sur les perspectives d'inflation et notamment sur les perspectives d'évolution des salaires. Nous avons eu d'ailleurs ce matin des statistiques liées au marché du travail britannique qui enfoncent la livre sterling sur le marché des changes. L'analyse technique permettait d'ailleurs d'envisager la poursuite de la baisse du GBP-USD depuis la cassure des plus bas de l'année 2013. Je reparlerai naturellement de l'ensemble des paires en livres sterling. Et enfin donc pour la zone euro, sans surprise, la plupart des organismes de prévision économique s'alignent sur le fait que le niveau de l'activité devrait s'accélérer au sein de la zone euro, porté essentiellement par le programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, la dépréciation du taux de change de l'euro sur le FX et le maintien sur un niveau bas du prix de l'énergie. D'ailleurs, le pétrole fait des nouveaux plus bas, le dollar canadien est sous pression, des statistiques ont été publiées à 13h30. Point final donc de cette introduction fondamentale. Ce que je vous propose maintenant, c'est de basculer sur un tour d'horizon des bougies japonaises en donné 4 heures sur un certain nombre de marchés, et je répondrai naturellement à vos questions et je vais cesser de faire des répétitions. Le Bund, je l'ai évoqué, signal d'achat donné ici sur le prix, à la cassure, je dirais, d'un niveau de résistance que je situe aux alentours des 158-158,15. Il est appréciable de voir les cours tenter de s'affranchir ici de la moyenne mobile à 20 jours. Reste que il faut confirmer. Logiquement, le prix du contrat devrait confirmer, étant donné que nous avons derrière la progression de ce contrat des achats directs de banque centrale. Ce contrat-là rentre directement désormais dans le bilan de la Bundesbank, alors qui participe du bilan de la Banque Centrale Européenne. Je vous rappelle que la Banque Centrale Européenne a un objectif très ambitieux, qui est d'augmenter la taille de son bilan de 1000 milliards d'euros à horizon 2016. Et c'est pourquoi d'ailleurs elle a un objectif mensuel de 60 milliards d'euros. Et concrètement, sur ces 60 milliards d'euros, on peut estimer qu'au moins 10 milliards seront alloués chaque mois au Bund. Bon, voilà en tout cas un élément mécanique qui peut entretenir la dynamique haussière de ce marché. Reste qu'il ne faut pas non plus mettre toutes ses billes, il faut toujours rester prudent, il n'y a pas de stratégie facile. La Banque nationale suisse a servi de leçon, je pense. Utilisons donc l'analyse technique de manière factuelle. Il y avait ce matin la possibilité d'exploiter un support, un cluster d'éléments Fibonacci ici, qui permettait d'identifier une zone support à 157,40. Si les prix dépassent rapidement les 158,80, prochain objectif de cours 160, et derrière nous aurons validé une structure ici de reprise de la tendance qui permettra probablement d'envisager de nouveaux plus hauts et donc de nouveaux plus bas sur les rendements obligataires au sein de la zone euro. Laissez-moi revenir sur un indice qui, je pense, a une importance notable. Vous êtes ici sur un site partenaire, TradingView. Vous avez sous les yeux l'indice en temps réel, je précise, en données journalières, l'indice Stoxx Europe 600. Cet indice est proposé par la société Stoxx, appartient à la place de cotation Eurex. C'est la même d'ailleurs que le Bund ou que d'autres actifs allemands. Le Stoxx Europe 600 se compose des actions zone européenne, des actions britanniques, des actions suisses, des actions danoises et des actions norvégiennes. C'est donc un indice composite qui permet de statuer sur la dynamique des actions d'Europe globale. Il teste ses sommets historiques à 400 points. Les sommets de l'année 2000, les sommets de l'année 2007
et donc 400 points. Et je trouve concrètement qu'il y a une forme de résilience. Nous sommes sous la résistance, il n'y a pas de rejet. Mon opinion est que cette année, le Stoxx Europe 600 franchira les 400 points et que ce marché rejoindra probablement, je vais vous dire une cible théorique au hasard, 440 points, je ne sais pas, 10% d'appréciation. Je vous invite à suivre cet indice sur le site tradingview.com en temps réel et d'avoir un œil sur le rôle de la moyenne mobile à 20 jours. Alors, la moyenne mobile à 20 jours a son intérêt sur le Stoxx Europe 600, comme elle a son intérêt sur l'indice Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50 représente les 50 plus importantes capitalisations boursières de la zone euro. Vous avez la possibilité de le négocier via notre CFD EUSTX 50. Donc celui-ci, vous pouvez le suivre directement sur la plateforme MarketScope, l'outil graphique de la Trading Station, la plateforme téléchargeable. Et là aussi, je vous invite à surveiller le rôle de la moyenne mobile à 20 jours et d'un canal de progression ici haussier en place depuis le 9 septembre. Les actions européennes, zone européenne, consolident de manière somme toute, je pense, pour le moment tout à fait contenue. Voilà, on perd 1% alors qu'on en a gagné 18 depuis le 1er janvier. Donc tout est relatif. Je ne suis pas certain qu'il convienne de s'exposer en amont du FOMC sur ces marchés-là. Je n'ai pas encore la conviction que la consolidation est terminée, et quand bien même nous aurions des signaux techniques de fin de consolidation, l'événement monétaire ce soir est tellement important qu'il peut tout à fait neutraliser toutes les stratégies que vous pourriez envisager cet après-midi en vous appuyant sur l'analyse technique. En clair, quel est le bon comportement à adopter? Attendre patiemment les éléments qui seront rendus publics ce soir, les lire, les comprendre, les interpréter, et derrière, à partir de cette nuit ou dès demain, réenvisager des stratégies de marché. C'est la façon dont je vois les choses. Chacun son esprit critique, chacun à sa discrétion appréhende les éléments comme il le souhaite, mais je pense que c'est vraiment important d'être prudent, tout simplement pour ne pas trop exposer son capital en amont d'un tel événement. Alors, l'Eurostoxx 50, moi, il m'intéresse pas forcément du point de vue des stratégies de marché, mais parce que concrètement, lorsque celui-ci est sur un support, on peut généralement, à ce moment-là, chercher des supports, soit sur le CAC 40 ou le DAX. En tout cas, qu'il s'agisse du Stoxx Europe 600 ou de l'indice Eurostoxx 50, je m'intéresse ici au rôle de la moyenne mobile à 20 jours. Vous êtes ici sur un graphique en données 4 heures, mais je vous rappelle qu'en modifiant ici la source de l'indicateur de tendance, vous pouvez afficher la moyenne mobile à 20 jours. Bon, en l'état, voilà où se trouvent les actions zone européenne à quelques heures du communiqué de presse de la Fed attendu à 19 h heure de Paris. Les marchés actions US. Forcément, c'est une émission Wall Street Insider, il convient d'envisager les marchés actions US. Test depuis hier des lignes de résistance baissières que vous retrouvez ici sur le SP500, oblique de tendance baissière en place depuis le 2 mars. Les cours sont coiffés par cette oblique, elle est majeure. Pour le moment, je suis neutre, le SP500 est dans un range entre 2040 points et cette oblique de tendance baissière. Ça vaut vraiment le coup d'attendre. Si jamais on l'a franchi à la hausse, on repart pour de nouveaux sommets. Si on reste coiffé par cette oblique, Wall Street restera finalement dans ce que finalement ce marché est depuis le début du mois de décembre. Wall Street est dans un range depuis le début du mois de décembre. Prenez ce graphique du SP500. Voilà, le SP500 globalement il oscille sous les 2100 points depuis le mois de décembre. Voilà, et puis de manière générale, depuis le début de l'année, je jetais un œil aux performances annuelles des marchés actions US. Le Dow Jones gagne 0,15% depuis le début de l'année. Le SP500, depuis le début de l'année, il gagne 0,75%. Il n'y a que le Nasdaq qui gagne 3%. Mais globalement, voilà, les marchés actions, ils sont aux US à l'équilibre. Donc, moi j'ai cette approche des choses ici sur le SP500. Sur le Dow Jones, c'est la même chose. On est couvert par une ligne de tendance en place depuis le 2 mars et le support à 17 623 points. Je suis neutre dans ce range. Par contre, je m'intéresse toujours un peu plus à l'indice Nasdaq 100.
Le Nasdaq 100 qui a trouvé un solide support à 4290. 50% de retracement de cette jambe de hausse qui a été développée là, entre le 2 février et le 2 mars. Mais cette oblique baissière, on la retrouve ici aussi sur le Nasdaq 100. Après, c'est certain que si par exemple on devait avoir deux scénarios, un scénario haussier et un scénario baissier, pour le scénario haussier, j'aurais tendance à faire le choix du Nasdaq 100. Par contre, si les marchés actions US restent couverts par cette oblique de résistance baissière, mieux vaut des stratégies de vente sous résistance sur le Dow ou le SP500. Parce que voilà, le Nasdaq 100, il surperforme tout simplement le SP et le Dow. C'est comme ça, il suffit de regarder les performances depuis le début de l'année. C'est ce qu'on constate. Alors, bon, maintenant, sur le court terme, le Nasdaq 100, il a quand même donné un signal positif ici le 16 mars en refranchissant les 4340 points. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, vous allez me dire, c'est peut-être un peu facile de faire ça, mais même si j'ai un biais positif, j'élargis ma zone de neutralité, j'ai pas le choix. Il y a un event ce soir où tout le monde est partagé. Regardez les contrats futurs sur les Fed Funds. Agressifs contrats futurs, négociés à la bourse de Chicago, envisage un relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis en juin et en septembre. Regardez le consensus des économistes. Anticipe un relèvement des taux d'intérêt des Fed Funds en juin. Et que nous dit ce matin l'OCDE? Que la hausse du dollar américain et que les perspectives du régime des prix aux États-Unis n'autorisent pas un relèvement des taux cette année. Alors qu'y croire? Eh bien, finalement, personne ne le sait. Donc, rendez-vous ce soir au communiqué de presse de la Fed, à la conférence de presse de Janet Yellen, émission spéciale ici même, pour suivre avec Adriane Raymond tous ces événements. Donc, en l'état, voilà le topo que je pouvais moi vous proposer sur ces marchés actions US. Maintenant, je vais quand même revenir sur des éléments de tendance. Mais avant cela, pendant que j'y pense, voici sous vos yeux le calendrier du programme TLTRO en 2015 de la Banque Centrale Européenne, donc le Targeted Long Term Refinancing Operations. Bon, c'est un programme connu qui a été engagé il y a déjà un certain temps, c'est la phase 3 qui arrive à échéance ce soir. Vous voyez concrètement le TLTRO 3. Regardez, on a même déjà les dates pour le TLTRO 4, le TLTRO 5 et le TLTRO 6. Donc ça, c'est un programme continu qui va durer jusqu'en 2016, comme le Quantitative Easing, le PSPP. Concrètement, c'est quoi? Il y a une certaine période de temps pendant laquelle les banques commerciales se présentent au guichet de la Banque Centrale Européenne pour contracter un prêt à long terme. Et la deadline, c'est demain. Donc c'est demain à 11h15, le 19 mars 2015, que la Banque Centrale Européenne nous dira les banques commerciales au sein de la zone euro ont réclamé tant. Cette somme, le marché va en prendre connaissance. Ça va permettre aussi d'anticiper concrètement ce que pourrait être l'évolution du crédit au secteur privé au sein de la zone euro. Et la Banque Centrale Européenne met à disposition les fonds le 25 mars. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et qui, dès demain matin, viendra influencer l'euro sur le marché des changes. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est un tour d'horizon des paires majeures en données 4 heures et des paires secondaires aussi. L'euro, par rapport à ce que j'ai dit ce matin, je n'ai pas changé d'avis. On a eu, je dirais, d'un point de vue de l'analyse technique, une stratégie peut-être positive à mettre en place depuis lundi, avec la fausse cassure des 1,0490, des signaux d'achat ici sur le momentum, mais bon, concrètement, ça a rebondi de quoi? Ça a rebondi de 100 pips. Sur le court terme, l'euro-dollar, il est enfermé entre un support à 1,0550 et une résistance à 1,0680, 1,06 même 40. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La tendance m'invite à croire que ça peut repartir à la baisse, mais la situation est neutre. Soit ce soir le dollar US explose et l'euro-dollar s'effondre, soit au contraire une vague de consolidation qui pourrait être violente se met en place sur le dollar US. L'euro-dollar franchit les 1,0680 et retrace une partie de sa baisse depuis le 26 février. Je suis neutre. Voilà, c'est un choix. Je suis neutre sur l'euro USD.
La seule paire majeure sur laquelle je ne suis pas neutre, vous le savez depuis la semaine dernière, c'est le GBP USD. Pourquoi? Parce que je comprends un peu mieux les fondamentaux britanniques, qui ont été confirmés d'ailleurs ce matin par la publication de statistiques sur le marché du travail anglais. La Banque d'Angleterre est désormais, elle écarte complètement un scénario de relèvement de ses taux d'intérêt en 2015. En 2016, le consensus éventuellement se positionne en faveur d'un relèvement au printemps 2016, mais c'est loin d'être acquis. Le GBP USD a cassé ses plus bas de 2013 le vendredi 13 mars. Signal de vente, tendance baissière. On a cassé ce matin les plus bas du 16 mars avec un nouveau signal de vente à la cassure des 1,4720. Vous pouvez désormais exploiter la Kijun ici en données 4 heures. Voilà, petite mention à cet indicateur en Ishimoku que j'utilise pas souvent, mais qui est assez, je dirais, pratique pour avoir une approche dynamique d'un suivi de tendance. Donc en gros, voilà, la Kijun H4 elle est pas mal sur le GBP USD. Tant que les cours se maintiennent en dessous, je conserve une anticipation baissière pour viser un 42,50. Soyez tout de même conscient que ce soir, l'USD va être fortement influencé. Et que si l'USD devait ce soir baisser, le GBP USD rebondirait. Mais à ce moment-là, je pense que si on va chercher la Kijun H4, ce serait une opportunité de shorter. Donc, pensez vraiment à prendre des bénéfices avant 19 h. L'USD Yen est dans une anémie totale. Depuis le 12 mars, l'USD Yen ne propose plus aucune volatilité. Une volatilité de 50 pips, c'est extrêmement faible sur l'USD Yen. Enfermé entre 121 yens et 121,50, positionné sous les 122 yens, l'USD Yen est dans l'attente de la Fed. Soit il franchit de manière violente les 122 yens et accélère en direction des 124 yens, dans le sens de la tendance de fond, soit l'USD est sous pression et le marché retombe chercher ce canal. Et à ce moment-là, nous aurions ici une zone d'attrait. En tout cas, bon, c'est vrai que vu comme ça fait un peu starting block. Ça fait starting block, et on a l'impression que si le dollar US devait ce soir fortement monter, forcément que ça profiterait beaucoup à l'USD Yen. Voilà, bon. Là, c'est neutre, quoi. C'est neutre. Alors, il y en a une autre, d'ailleurs, qu'on regardait tout à l'heure. Est-ce que l'USD 4 fait un piège ou pas? Aujourd'hui, le dollar canadien est sous pression parce que le pétrole fait des nouveaux plus bas, parce que les statistiques canadiennes publiées à 13h30 sont décevantes. Pour l'instant, on ne peut pas considérer que l'USD CAD ait donné un nouveau signal d'achat. Il faudrait réaliser une vraie cassure significative en données journalières des 1,28. Je vais vous montrer ici les chandeliers journaliers. Bon, c'est bon. En fait, lorsque j'utilise les cours de clôture journaliers, j'ai envie de dire que le signal d'achat il a été donné à la cassure des 1,2720. En l'état, c'est déjà bullish. Ça a toujours été haussier de toute façon l'USD CAD, notamment depuis le 6 mars. Mais, ce que moi je pense, l'USD CAD, ce qui me plaît, c'est la moyenne mobile à 20 jours. Elle est là. Clairement, je pense que c'est un indicateur de tendance qu'on peut utiliser pour un achat. Le support qui m'intéresse pour une stratégie d'achat, c'est 1,27. 1,27, 1,27,20. Moi, mon opinion, ce serait d'exploiter, en cas par exemple de baisse de l'USD ce soir, un test des 1,27 pour se positionner à l'achat sur l'USD CAD. Ça peut être une stratégie pour ce soir. Exploiter un trou d'air vers 1,27, 1,26,50, 1,27, pour se positionner à l'achat sur l'USD CAD. Bon, il va falloir voir un peu la volatilité sur l'USD. Il faudrait pas non plus que le dollar US soit trop sous pression. Mais bon, voilà. Si on fait un peu confiance au consensus du marché, on pourrait considérer qu'un trou d'air sur l'USD 4 vers 1,27, ouais, ça pourrait être une bonne stratégie pour envisager derrière une hausse vers les 1,30. À la fois du point de vue du dollar canadien et bon, globalement de l'USD, quoi. Alors d'ailleurs, le dollar canadien il est sous pression.
Euh, le GBP CAD m'intéresse. Le GBP CAD, ce n'est pas le GBP USD. Hein. Le GBP est globalement sous pression, on le sait, depuis la semaine dernière, depuis 2 semaines même. Mais regardez sur le GBP CAD, le niveau des 1,8670 représente les précédents sommets d'année 2014. Je vous invite aussi à regarder ce ratio de retracement. Voilà, le 50% de retracement. Ici m'intéresse aussi. Donc le GBP CAD, je pense que les 1,8670 sont un bon point d'entrée. 1,8670 dans le sens de la tendance. Ça me plaît. Alors, est-ce que les cours ici sont en train de faire un espèce de biseau? C'est vrai que bon, j'avais fait cette hypothèse ce matin, et là, on a l'impression que ça tient, mais bon, moi, ce qui m'intéresse, et ce sur quoi je mets l'accent, serait donc le scénario d'un trou d'air, ici sur 1,87, 1,8670. Bon, voilà, le pétrole, c'est que de l'analyse technique, c'est pas compliqué. Un graphique intraday ici du pétrole WTI. Nous vous avons proposé la semaine dernière une alerte à la cassure des 47,76. Les pétroles, le Brent et le WTI sont à nouveau coiffés par leur moyenne mobile à 20 jours. Il n'a pas fallu très longtemps finalement pour que cette moyenne mobile à 20 jours renoue avec une pente baissière. C'est baissier. Et c'est pas fini. Alors, la baisse du prix du pétrole, ça c'est un facteur de hausse pour les actions. Bon, pas forcément le secteur du pétrolier, mais pour tout un tas de secteurs, la baisse du prix du pétrole permet d'avoir une baisse des coûts de production. C'est comme ça, hein. Regardez l'industrie automobile. Entre autres, l'industrie du transport et l'industrie de manière générale utilise l'énergie en amont. Donc forcément, là, c'est de nature à soutenir les actions. Par contre, c'est mauvais pour le dollar canadien, par exemple. Bon, le pétrole a cassé, le WTI a cassé ses plus bas du 29 janvier ici. Signal de vente donné à la cassure des 47,76. Nouveau signal de vente donné ici le 29 janvier 2015 sur le pétrole WTI à la cassure des 43,56. Bah, où est-ce qu'on va? On va à 40 dollars. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je pense qu'on va à 40 dollars. En fait, si vous prenez d'ailleurs les plus bas de 2009, j'ai envie de vous dire qu'on va pas s'arrêter à 40 dollars et qu'on va même aller chercher 36 dollars hein, sur le WTI. Le plus bas ici de décembre 2008. Donc c'est juste du suivi de tendance en fait, et on est bien parti pour aller chercher 36-37, les plus bas de l'année 2009. Donc dans un premier temps, c'était pas très net la cassure, on pouvait éventuellement se dire que c'était un piège, mais bon bah là je pense que c'est pas un piège. Voilà, bon, tant qu'on se maintient là-dessous, moi je pense qu'on peut aller à 40 et 37, on verra. Le pétrole le pétrole britannique. Alors lui il surperforme, ça c'est sûr. Malgré tout, il a donné un signal de vente à la cassure des 56 dollars le 13 mars. Les cours sont eux aussi couverts par la moyenne mobile à 20 jours, baissière. Sur le RSI H4 du pétrole britannique, je surveille cette oblique de résistance. Bon, bah, tant qu'on se maintient en dessous, j'estime que la tendance baissière peut se poursuivre. Mais bon, forcément, c'est pas le pétrole sur lequel il est recommandé d'adopter des stratégies de vente étant donné qu'il est plus fort. Ce qui serait vraiment négatif sur le Brent, ce serait désormais de casser les 52,39. Si on casse les 52,39, bon bah là on se replie en direction des plus bas de l'année. Voilà. Donc ça c'est ce que je pouvais vous livrer comme interprétation graphique sur ces deux marchés-là, en sachant que le WTI est quand même plus faible. Le cuivre, signal de vente.
Le cuivre est sous pression, c'est un fait. Euh, Attention, aujourd'hui, publication des stocks hebdomadaires de pétrole. Je vérifie avant de dire des bêtises, et je vous dis ça de tête. Mais je crois que on est le 18 mars, je vous confirme. À 15h30, publication des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis. Attention au copper. Je suis très très loin d'être un spécialiste des fondamentaux du cuivre. Mais simplement, lorsque j'utilise l'analyse technique, j'ai quand même le sentiment qu'on a cassé un support et que le cuivre pourrait retomber à 2,50. On a cassé cette oblique. Voilà, on sort par le bas d'un petit range qui était en place là ces derniers temps. Donc le cuivre donne un signal de vente. Il est désormais ici sous résistance. Et je pense qu'il peut se replier en direction des 2,53. Bon, globalement, il n'y a pas grand chose à y faire, c'est un espèce de range ici, là, mais potentiellement, on a peut-être fait une structure en épaule, tête-épaule. Donc, c'est quand même, l'analyse technique invite quand même à croire que le cuivre peut baisser davantage. Et donc, si j'attrape la hauteur de la tête que je reporte au point de cassure, oui, je vous confirme. Objectif de cours de 50 $. Donc, le cuivre, c'est short. Sur le marché des matières premières, le cuivre et le pétrole sont généralement considérés comme étant un peu les baromètres de l'activité économique réelle. Ces deux marchés sont sous pression et là sont sous pression ensemble. Les métaux précieux sont stables, sans surprise, dans l'attente du communiqué de presse de la Fed. Je reste avec un biais plutôt vendeur sur l'or sous les 1166 $. Première résistance journalière. Je suis gêné parce que ce soir, c'est la partie USD qui va fortement réagir. Et même si globalement, je pense que l'once d'or finira par casser les plus bas de l'année 2014, ce soir, il y aura de la vol. Mais bon, j'aurais tendance à dire que le risque est toujours à la baisse sur l'or sous les 1166, tout comme le risque est plutôt à la baisse sur l'argent sous les 16 $. Bon, voilà. Concrètement, c'est de cette façon que je peux vous présenter les choses. En ce qui concerne les stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis, le marché envisage à nouveau pour la semaine du 14 mars la poursuite du processus de restockage, ce qui a tendance à créer une pression baissière sur le prix du pétrole WTI. Donc ça, c'est tout à l'heure. Alors, concrètement, je jette un œil aux autres paires majeures et ensuite je réponds à vos questions, plus quelques paires alternatives. Voici ma lecture technique sur le NZD-USD. Je pense qu'en donné 4 heures, on est un peu dans cette pattern. J'ai quand même le sentiment que sur le court terme, on pourrait revenir chercher 0,7380. Pourquoi pas exploiter la partie haute du canal et donc vendre pour une stratégie de vente ici sur les 0,7380. Bon, le sterling, j'en ai déjà parlé, l'USD yen, j'en ai déjà parlé, l'USD CAD, j'en ai parlé. L'AUD USD, est-ce qu'on serait pas en train de faire un petit biseau descendant donné 4 heures? Bon, j'éviterais de le shorter au niveau actuel des cours. La résistance qui m'intéresse pour une vente de l'AUD USD, elle se situe là, à 0,7740. Là, je suis neutre. J'ai pas réellement d'opinion. Alors, tour d'horizon des paires en livres sterling, parce que c'est quand même la devise aujourd'hui qui bouge. Le GBP USD c'est fait. Le GBP CAD, j'en ai parlé. Le GBP Yen, vous avez un article et une stratégie de vente sur notre site dans la section alerte et j'en ai parlé ce matin. Le GBP AUD et le GBP NZD, soyons prudents. Il existe un niveau de support non négligeable à 1,92 sur le GBP AUD, mais le GBP est sous pression.
Je ne sais pas si il convient encore de s'exposer au 1,92, sachant qu'il existe une ligne de tendance haussière en place depuis 2014 qui passe à 1,89. Soyons prudents sur le GBP AUD. Mieux vaut ne pas se précipiter sur 1,92 pour une stratégie d'achat. La livre sterling est sous pression. On retrace toujours cette jambe de hausse. Certes, c'est 50% de retracement. Bon, c'est un niveau. On peut éventuellement envisager une stratégie sur 1,92, 1,91, 90, 1,92. Mais il ne faut pas trop s'exposer. Parce que si jamais ça cède, on va chercher ici 1,89. Alors par contre, 1,89, là, ce sera achat. C'est un bas de canal, c'est propre. Voilà, donc là c'est un peu l'ultime rempart. On teste 50% de retracement. C'est un ratio standard qui est globalement assez suivi. C'est la frontière graphique. Le pivot, la croisée des chemins techniques, 1,91,90 sur le GBP AUD. Alors, c'est à peu près la même vision des choses que j'ai sur le GBP NZD avec le niveau des 2 dollars canadiens. Et regardez, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire que le marché se précipite à l'achat sur le niveau des 2 dollars canadiens. On a eu une réaction qui était pas mal le 17 mars. Mais regardez aujourd'hui ce grand chandelier négatif qui est essentiellement du fait du GBP. Prudence, prudence. Je ne sais pas si on peut remettre à profit ce niveau pour une stratégie positive, tout comme je n'ai pas la conviction que les 1,91,90. Bon, par contre, le GBP CAD, 1,86,70, ça me plaît. C'est du lourd. Alors en vrac maintenant, tour d'horizon des paires de devises en données 4 heures. La UDCAD. Bon, la UDCAD, franchement, c'est... Bon, éventuellement, la UDCAD, on a une espèce de jambe de hausse et on serait en train de faire un espèce de drapeau, mais... Bon, éventuellement, on aurait ce type de pattern. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait envisager sur la UDCAD ? Sans non plus trop exagérer, mais... Au final, la UDCAD, il est quand même dans un trading range entre 0,96 et 0,9850. Bah, concrètement, hein. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà, donc... Hop, ça c'est pour la UDCAD. On est en plein milieu du range. Éventuellement, utiliser une extension... Alors, je vais la prendre proprement. Pour envisager d'aller chercher la partie haute, mais bon, franchement non. Je veux pas, à un moment donné, il ne faut pas se forcer quand on n'a pas de vision claire des choses. La UD Yen est dans un range entre 91,80 et 94. Je pense qu'on peut utiliser ce support ici à 92 pour une stratégie d'achat. C'est du range trading, hein. Franchement, les ranges, parfois, ça donne des niveaux clairs, on peut les utiliser. Donc oui, j'aurais tendance à dire que la UD Yen, il est plutôt sur un support. Voilà. Donc 92, intéressant sur la UD Yen. AUD NZD, rien à faire, rien à dire sur cette paire de devises. Le CAD Yen. Alors, le CAD Yen glisse tranquillement en direction d'un niveau de support ici que j'établis à 94,16. Pourquoi pas exploiter 94,16 pour une stratégie de rebond technique. Pourquoi pas. L'euro AUD. Alors l'euro AUD rebondit après avoir testé les 1,38. Entre 1,38 et 1,40, c'est globalement neutre. En fait, bon, le fait d'avoir tenu 1,38, c'est une bonne chose, mais tant qu'on reste sous les 1,40, j'aurais tendance à croire que ça peut rebaisser. Donc, on peut exploiter 1,40 pour éventuellement... En tout cas, c'est le pivot, quoi. Si on refranchit 1,40,
eh bien 1,38 je pense restera un solide support. Mais finalement on peut je pense toujours exploiter les 1,40 et cette résistance là pour envisager une stratégie de vente. L'euro GBP, j'en ai parlé ce matin. Je vais vous montrer ici un canal de long terme. Je vais vous montrer en données journalières. L'euro GBP ne rebondit pas au milieu de nulle part. Hein. Vous avez ici un canal de long terme. Et en fait, à 0,70, on est venu chercher la partie basse. Vous avez ici donc cette ligne de tendance baissière. Et j'en reporte la ligne de canal, la parallèle, au point le plus saillant, qui est donc celui-ci. Ce qui permet de voir un support à 0,70. Ok. Ne shortez pas l'euro GBP, c'est une mauvaise chose d'un point de vue de l'analyse technique. Il y a probablement encore du potentiel de reprise sur l'euro GBP, au moins jusqu'à 0,7340. On est en train de tester ici les 0,7240. Ce n'est pas une bonne résistance pour une stratégie de vente. Donc l'euro GBP sur le court terme plutôt positif jusqu'à 0,7340. L'euro-yen. Et ensuite on fera l'euro-dollar. Alors l'euro-yen, il est sous résistance. C'est cette résistance-là. Le niveau des 129. C'est une résistance qui peut éventuellement être utilisée à la vente. Mais le niveau daily c'est davantage les 130. Bon, c'est une petite résistance. Alors, éventuellement, pourquoi pas. Alors GBP AUD, GBP4 c'est fait. L'euro, alors oh là, alors, écoutez l'euro NZD, là je suis vraiment déçu. J'aurais dû mettre l'accent dessus. La stratégie de carré trade qui marche à tous les coups dès qu'on est sous résistance. L'euro NZD, voici le canal que je vous présente, canal baissier en place depuis le 3 février. Nouveau test de la partie haute du canal, rejet de 150 pips. L'euro NZD, lorsque vous êtes vendeur, vous encaissez à la fois la baisse du taux de change et en même temps les rollovers, puisque vous êtes, en étant vendeur de l'euro NZD, acheteur du dollar néo-zélandais. Je vous rappelle que le taux OCR de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande est à 3,5. On est à 0 en Europe. Forcément, lorsque vous êtes à la vente, vous encaissez des rollovers qui sont assez significatifs. Alors là, on est mercredi, ne vous fiez pas au rollover indiqué sur la plateforme, puisqu'il est indiqué en fait en prenant en compte celui du week-end. Mais bon, divisez-le par 3 et vous aurez le rollover habituel standard. Mais voilà, donc l'euro NZD, nouveau rejet sous la partie haute de ce canal. Voilà, donc moi tant qu'on reste dans ce canal de baisse, eh bien je suis baissier. Vous pouvez le tracer facilement sur votre graphique en données 4 heures hein, sur l'euro NZD. Le NZD CAD. Alors le NZD CAD c'est difficile, c'est volatile, cependant on a fait vraiment une reprise violente sur le niveau des 0,9150. Sur le court terme on est dans un range ici sur le NZD CAD. Je vais le positionner correctement. Voilà. On est là-dedans. Donc sur le NZD CAD. Voilà, entre 0,9340 et 0,9440. Donc là, je pense que le NZD CAD va revenir chercher ce niveau-là, ce niveau de prix. Voilà. On est neutre à l'intérieur, mais je peux concevoir qu'on puisse s'intéresser ici à ce niveau de support. Le NZD Yen se reprend de manière forte. Il y a un attrait là sur le dollar néo-zélandais. Il y a des stats qui ont été publiées d'ailleurs. On n'en a pas tellement parlé parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur le FOMC. Mais voilà, ça confirme le fait que je pense que lorsque l'euro NZD est dans la partie haute de son canal de baisse, c'est toujours intéressant de le vendre. Ça reste quand même la stratégie de carry trade favorite. Bon, le NZD Yen, j'en pense rien. Voilà, je ne peux pas me forcer. Et voilà, donc voilà, écoutez, je pense avoir fait un tour d'horizon global. Long boot, short pétrole, et puis tout ce que je vous ai raconté. Je réponds maintenant à vos questions. Alors, Alain 2612, bonjour Vincent. Alors,
en effet, j'ai oublié de parler de l'euro-dollar. Non, je rigole, j'en ai parlé tout à l'heure. Ok, alors premier graphique de Alain 2612. Alors, l'euro-dollar, la Chikou, est bloqué par la Tenkan et est sous les bougies. Les prix sont coincés entre le nuage épais et la Kijun. Quelles sont les chances de hausse et quelles sont les chances de baisse? Bah, moi, vous savez, je suis un analyste de tendance. La tendance est votre ami, soyons fidèles à la tendance. Une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois, etc., etc. J'ai quand même l'impression que l'indicateur Ishimoku, c'est un indicateur de suivi de tendance. Et là, quand même, je pense que avec un tel nuage au-dessus de notre tête, il y a plutôt un risque de redémarrage à la baisse. Alors bonjour Marc, quel est le nom de la loi? Alors c'est probablement quelque chose qui est, construit par l'autorité des marchés financiers. Marc, quel est le nom de la loi qui interdit les banques de vendre à découvert? Je ne connais pas le nom de la loi, mais je vous invite peut-être à contacter l'autorité des marchés financiers qui sera à même de vous communiquer cela. Alors l'euro-yen, le GBP-NZD, tout ça nous l'avons fait. Visiteur, en ce qui concerne le rollover, pourquoi est-il 3 fois supérieur le mercredi? C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça prend en compte celui du week-end dernier. Lorsque vous vous intéressez au marché d'échange, vous devez impérativement comprendre ce qu'est le rollover. C'est la base. Regardez sur la plateforme FXECM, vous avez ici rollover à la vente, rollover à l'achat. Si cette chose-là n'est pas claire dans votre esprit, je vous invite tout de suite à contacter votre chargé de clientèle chez FXCM qui vous fera un topo sur ce qu'est le rollover. C'est la base. On ne peut pas passer d'ordre sur le FX sans comprendre ce que c'est. Alors, je ne suis pas en temps réel la mesure de la volatilité implicite du S&P 500. Donc là, j'ai pas le VIX sous les yeux en temps réel à vous montrer. Donc je peux pas commenter ce mouvement. Alors Ludo nous propose un graphique du DAX montrant que en effet les 12 200 points sont eh bien la vague 3 d'une grande 3 et que nous serions probablement entrés dans le temps numéro 4 d'une grande 3. Et une fois la consolidation passée, le DAX pourrait rejoindre 13 000 points. Je suis parfaitement en accord avec ça. Plus que jamais, surveillez l'Eurostoxx 50 et le Stoxx Europe 600 et la résistance des 400 points. Je ne sais pas combien de temps peut durer la consolidation en Europe. Ne vous précipitez pas, il y a une forme d'incertitude sur l'amplitude de la consolidation sur les actions européennes. Voilà, il est 15h10, je suis avec vous depuis une bonne heure. Merci d'avoir été attentif, ne partez pas tout de suite. Je vais essayer de suivre avec vous dans News en temps réel la publication des stocks hebdomadaires de pétrole, avec pour le moment un pétrole WTI sous pression. 18h, webinaire sur le trading des matières premières. Et 18h45, émission spéciale ici même sur le FOMC. Soyez prudents, sécurisez des gains, ne vous exposez pas trop et méfiez-vous des pics de volatilité entre 19h et 20h ce soir. Merci à tous.